Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. J'espère que vous nous voyez bien, que tout fonctionne bien. Surtout, n'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous avez des questions, des soucis, si vous voulez juste dire bonjour. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, on va parler d'expérience collaborateur. Je vais vous partager l'ordre du jour. Donc on va parler des solutions pour réengager par le relationnel et l'émotionnel. On va parler des solutions, donc justement pour parler de cette époque hybride. Et on va vous présenter donc la Happytech et FI Group, donc avec qui on organise ce webinaire. Puis après, on explorera des thématiques avec tous nos intervenants que je vais vous présenter. Donc pour démarrer, moi je suis Valentine Gattard, je suis la présidente de la Happytech, qui est une association qui a été fondée en 2017 pour fédérer des acteurs qui utilisent la technologie au service du bien-être au travail et de l'expérience collaborateur. Donc aujourd'hui, on a différentes catégories de membres dans les secteurs de la santé physique et psychique, ceux qui facilitent les échanges, l'intégration et la communication, ceux qui améliorent les conditions et l'environnement de travail, et ceux qui facilitent l'équilibre vie pro-perso. Aujourd'hui, pour vous parler un tout petit peu de la Happy Tech, on cherche justement à faire évoluer toutes les transformations du travail, à réfléchir de manière collective à tous ces enjeux avec nos membres et avec les utilisateurs des solutions. Et on accompagne également les entreprises à réfléchir à différentes strates de ce qu'on appelle la pyramide de l'expérience collaborateur. Aujourd'hui, on va rentrer un peu plus en détail avec les intervenants que j'ai le plaisir de vous présenter. On a Gaëlle Monteillé, qui est présidente et cofondatrice de Todd, Mélanie Brunella, qui est CPO et CEO de Commit, pardon. Bonjour. Yves Grandmontagne, qui est directeur de l'expérience collaborateur chez Bloomin, François Jaouen, qui est responsable projet marketing chez FI Group, Bonjour. Cindy Trompa, project manager et business developer chez Eveya, et enfin Elodie Livernette, cofondatrice de Serenity. Bonjour. Et j'ai le plaisir de co-animer aujourd'hui avec Jérôme Bonnet, qui est responsable FI Boost France chez FI Group et qui va vous parler un peu plus en détail de l'origine du livre blanc qui est à l'origine de ce webinaire et de FI Group. Jérôme, je te passe la main. Exactement, merci beaucoup Valentine, bonjour à tous, bonjour à tous nos intervenants du jour, ravi d'être ici. Donc en effet, je suis Jérôme Bonnet, FI Group et responsable de notre accélérateur en effet de start-up FI Boost. Un tout petit mot sur FI Group, nous sommes un expert du financement public, de la R&D, de l'innovation et de vos investissements. Nous avons créé il y a maintenant bientôt 2 ans notre accélérateur de start-up FI Boost en partenariat avec la Happytech et son réseau. Nos 3 lauréats sont présents aujourd'hui, mais pas que, parce qu'ils sont du coup au nombre de 3, Commit, Serenity et Eveya, et sont actuellement, du coup, comme a dit Valentine, accompagnés de Gaëlle Monteillé côté Todd et de Yves Grandmontagne côté Bloomin pour ce webinaire d'aujourd'hui. Donc, côté FI Boost, nous accompagnons du coup une promotion de start-up spécialisée dans la qualité de vie au travail, la fameuse QVT. Ils sont membres actifs du réseau Happytech. Et en fait, pour vous donner du coup un petit peu de contexte sur ce qui nous amène aujourd'hui face à la situation sanitaire que nous avons tous vécu sur l'année, maintenant presque l'année et demie, presque 2 ans, nous avons tous vécu le travail et l'expérience collaborateur qui sont devenus des sujets plus que d'actualité pour les entreprises et les travailleurs. Du coup, à travers le FI Boost et ses lauréats, nous avons initié des pistes de réflexion sur les enjeux de demain sur lesquels il faudra majoritairement communiquer dans le présent et dans le futur. Au regard de cette situation, avec Commit, Serenity et Eveya, qui sont du coup 3 de nos 5 speakers d'aujourd'hui. Ils ont fait du coup de la happiness at work, leur quotidien, et ils ont animé avec moi le 4 mars dernier une conférence sur le télétravail exacerbé et son impact sur le collaborateur.
Dans la continuité de cette conférence, les lauréats du FI Boost, qui proposent tous des solutions digitales ou digitales au service de l'expérience collaborateur, ont souhaité aller plus loin sur ces constats en proposant le fameux livre blanc dont vous parle Valentine. Alors, n'hésitez pas à télécharger ce livre blanc, hein, je le répète, on va vous mettre le lien de téléchargement dans le chat et puis on vous enverra tout ce qu'il faut après. Donc, ils ont souhaité aller plus loin sur les constats en proposant un livre blanc qui s'intitule Repenser l'expérience collaborateur à l'ère du travail hybride. Donc, c'est un livre blanc à base d'études, de témoignages, qui croise les regards de celles et ceux qui s'attellent à trouver les meilleurs moyens de pérenniser ce nouveau modèle hybride de travail en alliant, bien sûr, bien-être et productivité. Et à travers ce livre blanc, nous avons souhaité enrichir la réflexion des entreprises autour d'un nouveau référentiel que nous avons appelé la Quest pour qualité d'expérience et santé au travail. Dans cet exercice de livre blanc, nous avons défini 6 enjeux pour les entreprises qui nous paraissaient primordiaux à adresser, surtout à cette rentrée et avec ce nouveau mode de travail. Le premier enjeu, qui est celui du reboarding, hein, qui vise à réussir son reboarding pour réengager les collaborateurs. Objectif, reconnexion des salariés avec le bureau. Également, deuxième enjeu, fidéliser par une culture d'entreprise forte, réaffirmer un but commun, une raison d'être comprise et incarnée par tous les salariés. Troisième enjeu, garder le cap grâce au middle management. Et nous avons aujourd'hui avec nous François Jaouen, côté FI Group, qui interviendra en tant que témoin, manager de terrain sur ce sujet du middle management, parce que manager la performance, c'est bien. Guider et coacher, a priori, c'est mieux. Et ça, François nous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Quatrième enjeu, très important, prévenir les fameux troubles musculo-squelettiques, les TMS et les risques psychosociaux, RPS. Ils sont déjà connus de tous, mais désormais, et c'est un vrai constat, les collaborateurs savent beaucoup mieux ce qu'ils attendent de leurs employeurs sur ce sujet. Donc, du coup, ça nous paraissait un enjeu principal. Cinquième enjeu pour les entreprises, fédérer du top management au terrain par une communication claire. On l'a bien vu pendant toutes ces périodes de confinement, la com interne a dû faire un gros travail et du coup, il est important de rester sur cette dynamique. Sur le dernier enjeu, sixième et dernier enjeu, miser sur l'intelligence collective. Donc voilà, points primordiaux de ces enjeux pour nous sur cette rentrée. Et du coup, les 3 startups du FI Boost, les 3 co-auteurs de ce livre blanc, ont défini un nouveau dogme qui s'appelle la Quest, hein, qualité d'expérience et santé au travail. C'est un nouveau modèle proposé dans ce livre blanc qui vise à approcher de façon complémentaire travail distanciel et présentiel autour de l'expérience collaborateur, tout en restant bien évidemment au service de la productivité. Alors, cette quest, elle gravite autour de 3 dimensions et c'est ce qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui. La première dimension est la dimension émotionnelle, ce que le collaborateur ressent. La deuxième dimension est la dimension relationnelle, ce qu'il vit en interaction avec les autres. Et la troisième dimension, qui est la dimension fonctionnelle, ce qui facilite son travail au quotidien. Alors, cette dimension fonctionnelle, ça va pas être le cœur de notre sujet aujourd'hui parce que c'est la dimension la plus naturelle et la plus accessible. Néanmoins, on peut se poser la question de ne pas oublier les 2 autres dimensions qui sont moins connues, la dimension émotionnelle et la dimension relationnelle. Voilà pour le contexte de ce webinaire. Nous sommes mi-octobre, c'est la rentrée, la logistique se met en place, le reboarding est effectué ou en cours dans les différentes organisations et entreprises. Et donc, du coup, si vous avez pensé à adresser ces dimensions relationnelles et émotionnelles
tant mieux. Si ce n'est pas le cas, pas d'inquiétude, nous allons en parler aujourd'hui et voir les propositions de chacun, des propositions de terrain autour de ces deux dimensions très importantes. Voilà, donc je rends plutôt la parole à Valentine et à nos différents experts. Merci à Blooming et à Todd de se joindre à l'exercice avec nous dans la continuité de ce livre blanc que je rappelle que vous pouvez télécharger. Et donc, Valentine, je rends la parole. Merci beaucoup, Jérôme, pour ces explications. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, puisque, comme on l'a dit, les membres de l'APTEC sont particulièrement pertinents pour parler de ces sujets. Et on va commencer tout de suite avec Gaëlle, qui va nous parler de Todd et des notions de fédération et d'engagement des collaborateurs. Gaëlle, c'est à toi. Voilà. Écoutez, c'est bon ? Oui, vas-y. Bon. Donc, effectivement, je vais vous parler de notre approche et puis de ce qu'on comprend des difficultés actuelles sur ce fameux sujet du reboarding. Jérôme, effectivement, vous a parlé en introduction des difficultés à réengager les équipes après cette période difficile où la distanciation sociale a engendré beaucoup de questionnements, beaucoup de remises en cause des engagements professionnels de chacun. Notamment essentiellement pendant le premier confinement où certains collaborateurs ont vu leur entreprise fermer parce qu'elle n'était pas essentielle au fonctionnement de la société, donc ils se sont interrogés à quoi ils servaient. D'autres se sont retrouvés au chômage partiel chez eux alors que leur entreprise tournait parce qu'ils n'étaient pas essentiels à l'entreprise pendant cette période-là. Et donc, cette question du sens a été vraiment au cœur des préoccupations de pratiquement tous les salariés. Et aujourd'hui, si effectivement il est très difficile de réengager les équipes, on voit également qu'il est encore plus difficile d'en engager de nouvelles. Et que cette question de l'engagement, du reboarding, elle s'étend également avec une nature encore plus importante sur les sujets de recrutement. Aujourd'hui, attirer et retenir ces collaborateurs sont devenus essentiels, mais particulièrement difficiles parce qu'on constate, nous, autour de nous, un phénomène de ghosting, alors c'est le nouveau mot à la mode, des candidats, mais parfois aussi des collaborateurs eux-mêmes, qui n'ont jamais été, ce phénomène n'a jamais été aussi important. Si on regarde quels sont ces freins à l'engagement ou au réengagement, ils étaient déjà présents avant la crise, mais ils se sont renforcés parce qu'effectivement, la crise a exacerbé cette introspection individuelle. Et quels sont ces freins ? Ils n'ont pas changé en fait. Le premier, c'est le manque de sens. Un besoin de sens qui n'est pas assouvi par la proposition actuelle des entreprises. Un manque d'incarnation de valeurs humaines fortes avec des processus RH qui sont souvent vus comme déshumanisés. Et puis, un désalignement entre les aspirations des collaborateurs et ce qu'on leur demande réellement de faire. Et la seule différence entre avant et aujourd'hui, c'est que ce mal-être, cette difficulté, elle s'exprime au grand jour et elle se traduit notamment par ce phénomène de ghosting qui a été rendu encore plus possible par le télétravail. Alors, qu'est-ce que propose Todd pour s'attaquer à ces freins ? C'est tout simplement une autre approche du management des talents qui va effectivement miser sur l'humain et le relationnel en donnant la priorité non pas à l'analyse des expériences et des compétences des collaborateurs, mais en donnant la priorité à leurs valeurs et aux aspirations professionnelles qu'ils recherchent. Et donc, en fait, on propose une ingénierie du capital humain. Alors, on aime bien ce mot d'ingénierie parce qu'il s'agit de construire et d'animer les équipes d'une autre façon qui sera plus basée sur une gestion des ressources, des compétences, des expériences qu'on va aligner en termes techniques sur des besoins de mission de poste, mais une ingénierie qui va être basée sur la recherche de la valorisation, de la mobilisation des dynamiques individuelles d'engagement. En fait, ce qui va faire sens au regard des personnalités individuelles et de leurs aspirations. Et donc, au lieu de chercher à répondre à des besoins techniques de l'entreprise en face desquels on va mettre des ressources, comme si on achetait une machine, l'approche qu'on propose chez Todd est avant tout de répondre à la quête de sens des collaborateurs en mettant en lumière leur véritable moteur
notamment émotionnels et relationnels, pour les positionner là où on aura vraiment besoin de ces moteurs, sur des postes susceptibles de les mobiliser pleinement. Alors, comment on fait ça? En fait, on a développé des outils de profiling simultanés des hommes et des postes à pourvoir pour s'assurer de bien comprendre qu'est-ce qui va faire que la personne, l'homme ou la femme va s'engager et vérifier que dans le poste où on va la positionner, sur la mission sur laquelle on va la positionner, ce soit véritablement ces moteurs-là et que le contexte managérial ne va pas mettre des freins à l'expression de tout ce potentiel. Donc, on va aider nos clients, les entreprises avec qui on travaille, à s'assurer à tout moment d'une adéquation optimale des hommes et des femmes par rapport au poste qu'elles occupent. Et ceci pour garantir dès l'intégration des nouveaux coéquipiers ou dès la réintégration, le reboarding, pour s'assurer de l'alchimie collective des équipes. Et l'adéquation qu'on cherche, ce n'est pas une adéquation d'une compétence avec un besoin technique. C'est un alignement des valeurs et des dynamiques d'engagement de chacun avec les enjeux et le contexte managérial. Et c'est vraiment en permettant à chacun de s'exprimer pleinement dans son travail qu'on va participer au bien-être et à la santé mentale des collaborateurs sur la durée. Alors, ça va être complètement complémentaire d'autres solutions qui vont être proposées, comme notamment celle de Serenity, qui va impacter directement l'amélioration de la santé mentale. Nous, on va le faire par cette ingénierie, par construction de l'équipe. Et en fait, en mettant en lumière les modes de fonctionnement individuels, on va donner les clés aux managers pour valoriser chacun de ses collaborateurs au service d'un fonctionnement collectif. Pour vous faire bien comprendre, je ne sais pas si vous avez regardé les derniers matchs de foot de l'équipe de France, mais en demi-finale, si on regarde la demi-finale d'un point de vue managérial, on a l'impression qu'on a deux équipes différentes. La première mi-temps, ils ont été mauvais. Les résultats n'étaient pas là. À la deuxième mi-temps, ils ont été exceptionnels. Alors, on peut s'interroger pourquoi? C'est les mêmes. Ils ne sont pas devenus mauvais entre la première et la deuxième mi-temps. Ils ne sont pas devenus meilleurs. Leurs compétences étaient les mêmes. Sauf qu'à la mi-temps, ils se sont dit, il y a quelque chose qu'on ne partage plus. Et sur cette construction de collectif, cette envie de gagner ensemble, ce partage de valeurs, il faut se le dire, il faut se l'analyser et il faut vraiment capitaliser sur ce relationnel, sur ce je joue ensemble pour gagner et sur l'émotion de la victoire. Voilà. Et donc, en mettant en lumière ces modes de fonctionnement, c'est comme ça, et en donnant les clés aux managers d'aller chercher ces valeurs et ces moteurs, qu'on va arriver, selon nous, par nos solutions, à réengager. Pour finir, j'ajouterais que dans une perspective de mise en place d'une démarche d'ensemble d'amélioration du bien-être, il est essentiel, dans le cadre d'un référentiel managérial performant, de mesurer en temps réel l'efficacité. Et alors pour cela, nous, on a développé un indicateur de performance sur, non pas le bien-être des collaborateurs en tant que tel, mais sur la capacité de l'entreprise. On va mesurer la performance de l'entreprise dans sa capacité à aller chercher cette énergie humaine. On va mesurer en fait d'un côté des synchronicités talent-poste qui existent et on va également mettre en lumière les asynchronicités, celles qui sont justement peu porteuses de performance. Et d'autre part, on va mesurer également l'alignement des valeurs individuelles des collaborateurs dans les valeurs incarnées par l'entreprise. Et il s'agit en fait d'évaluer le taux de mobilisation effective des potentiels humains. La personne, elle sera bien dans son travail si elle est mobilisée pour ce qu'elle est, si on fait appel à ses vraies qualités et moteurs. Et en fait, cette mobilisation, c'est la mise au service de l'entreprise par le collaborateur, bien sûr de ses compétences, de ses expériences, de toute sa puissance d'engagement. En fait, ça ne sert à rien d'avoir des collaborateurs excellents, des joueurs de foot qui savent très bien courir, qui savent très bien manier le ballon, s'ils n'ont pas envie de mettre au service de l'entreprise et de leur mission tous ces talents. Donc, en d'autres termes, ce qu'on mesure et ce qu'on essaye de mettre, de maximiser, c'est dans quelle mesure l'entreprise est capable d'offrir à chaque collaborateur une expérience valorisante et enrichissante, c'est-à-dire une expérience dans laquelle celui-ci sera susceptible de s'engager pleinement, de grandir au travers de l'apport de toute sa valeur ajoutée. Voilà, donc c'est vraiment une démarche managériale d'ingénierie qui mise complètement, au-delà des compétences et des expériences, sur l'humain et le relationnel, c'est-à-dire comment on va construire une alchimie collective dans l'équipe pour une performance globale. Voilà ce que je voulais vous partager. Alors,
Merci beaucoup, Gaëlle, pour ces éclaircissements. Nous notons en effet cette importance forte de l'ingénierie de l'humain et de l'équipe. Il faut rendre, ou en tout cas donner les clés aux managers, si je comprends bien. J'apprécie, et parce que c'est très parlant, le parallèle avec les matchs de l'équipe de France. Ça nous permet en effet de voir que ils étaient les mêmes au début et à la fin, pourtant, et le résultat s'en est retrouvé pourtant très différent. Je note également cette importance de capitaliser et de suivre, d'où les indicateurs que vous avez créés chez Todd. Et il faut être bien dans son travail au quotidien. La bonne personne sur la bonne mission est une des clés du succès. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'encart à droite qui est dédié à cette partie-là. Nous les poserons à la fin aux différents intervenants. Merci Gaëlle Monteiller de Todd sur cette sous-thématique fédérée et engagée, le collaborateur. Nous passons la main maintenant à Mélanie Brunella, Commit, COO et CTO chez Commit. Mélanie, chez Commit, vous êtes des professionnels du lien social. Alors, question simple, en quoi le lien social, Mélanie, est-il clé pour une expérience collaborateur de qualité? Eh bien oui, alors du coup, pour compléter ce que vient de dire Gaëlle, nous, notre conviction chez Commit, c'est qu'on est bien au travail quand on est bien avec les personnes avec lesquelles on travaille et qu'on a pu créer des liens avec ses pairs. Et cette conviction, on l'a plus que jamais à la sortie de pandémie, sur le fait que c'est finalement un vecteur majeur de bien-être et donc d'expérience collaborateur réussie. Et cette conviction, aujourd'hui, elle est relayée par de nombreuses études qui ont prouvé son importance avant même cette pandémie, qui a accentué finalement ce sentiment de perte des liens faibles et ce sentiment qu'on a finalement basculé de l'émotionnel au transactionnel dans les échanges professionnels. Et du coup, pour appuyer ça, je voulais vous partager 3 chiffres. Donc, le premier, c'est que finalement, la collaboration dans l'environnement de travail et les échanges, ça va représenter plus de 80% de ce qui fait une expérience de travail positive. Le deuxième, c'est que pour un salarié sur 2, venir au bureau, ça permet notamment de maintenir et développer des relations sociales. Et puis ensuite, le troisième, qui est un petit peu plus original, c'est que les entreprises où les collaborateurs sont 2 fois plus nombreux à déclarer qu'ils ont des relations amicales, donc un ami au travail, ben ces entreprises-là, elles vont avoir une profitabilité supérieure de 12%, et une baisse des incidents de sécurité de 36% par rapport aux autres. Donc, c'est significatif. Et du coup, au-delà de ça, ce qu'on constate chez nos clients prospects et en discutant avec les autres startups, c'est que finalement, développer les liens sociaux entre collaborateurs, faire en sorte qu'ils étendent le réseau, ça va permettre de favoriser l'intégration des nouveaux arrivants, mieux les onboarder au départ, mais aussi mieux les reboarder après cette période de pandémie. Et ça va donc permettre de diminuer le turnover. Ça va permettre également, quand beaucoup de collaborateurs ont un réseau étendu, un meilleur partage des talents et une meilleure collaboration, qui est clé, encore une fois, dans un environnement qui aujourd'hui est plus complexe. Et du coup, ça va favoriser l'agilité de l'entreprise. Ça va également permettre un sentiment d'appartenance plus fort, et également un sentiment d'utilité plus fort qui va agir sur la culture d'entreprise. Et puis enfin, ça permet aussi une meilleure com interne pour une plus grande liberté de parole. Et du coup, ce qu'on a vu, c'est que pendant cette finalement période de télétravail généralisé, les entreprises ont quand même pas mal essayé de maintenir le lien, ont lancé beaucoup d'initiatives, avec notamment tout ce qui était apéro Zoom. Mais maintenant, l'idée, c'est vraiment de pouvoir ancrer cette approche dans le temps, dans un contexte où le fameux modèle hybride, il est là pour rester, quoi. Et du coup, pouvoir leur permettre de partager un déjeuner, de participer à un challenge de réduction des déchets, par exemple, d'échanger sur leurs bonnes pratiques. C'est tout un tas d'initiatives qui vont leur permettre de découvrir de nouveaux collaborateurs tout en développant leur réseau. Et en fait,
faire ça à la place des collaborateurs en mode top-down, c'est compliqué et puis surtout, ça requiert généralement un trop grand nombre de ressources. Et c'est pour ça que nous, côté Commit, on a cherché à adresser ces enjeux en proposant finalement, grâce à la tech, une app qui va en quelque sorte matcher les collaborateurs qui ont des centres d'intérêt communs autour d'activités à faire ensemble au bon endroit, qu'il soit physique ou virtuel, et au bon moment. Avec cette idée que finalement, le lien, il se crée quand on participe à un événement, on partage une activité qu'on aime bien, qui correspond à nos centres d'intérêt. Et donc, on propose cette fameuse IA qui va pousser aux collaborateurs des événements à rejoindre, des personnes à rencontrer en fonction de leur centre d'intérêt et qui va leur proposer de le faire, encore une fois, dans le bon lieu ou virtuellement, au bon moment pour eux. Et du coup, autour de ça, on va également accompagner, on ne va pas laisser l'entreprise toute seule pour proposer ce nouvel usage. On va, avec l'entreprise, avec les collaborateurs, avec des ambassadeurs, finalement complètement customiser cette app et cette IA, et puis accompagner le déploiement et ensuite l'animation. Et par ailleurs, pour faire en sorte que, au-delà de ce que l'IA va proposer toute seule, au-delà de ce que les collaborateurs vont proposer comme événement à faire ensemble, on va relayer ça avec des animations qui sont du coup délivrées par des experts en santé mentale, santé physique et développement professionnel pour venir en plus ajouter un pan bien-être à ce qui pourrait être proposé dans l'application. Et du coup, autour de ça, on a enfin, parce que comme le disait Gaëlle, c'est important finalement de pouvoir être sûr que ce qui est proposé, ça a un impact, ça a un ROI. On va également proposer des tableaux de bord pour s'assurer que l'usage prend bien, mais aussi, grâce à la data qu'on collecte, de nouveaux indicateurs qui vont permettre à l'entreprise de pouvoir mesurer, par exemple, le taux de transversalité entre différentes équipes, entre différentes filiales, ou encore quels sont les talents les plus recherchés, les talents les plus proposés, et finalement avoir tout un tas de nouveaux indicateurs qui vont permettre de mieux piloter la performance de l'expérience collaborateur. Merci beaucoup, Mélanie, pour cette intervention, pour avoir souligné donc l'importance du lien social dans la pyramide de l'expérience collaborateur. Je vais maintenant inviter Yves Grandmontagne à nous rejoindre de Bloomin. Merci, Mélanie. Alors, Yves arrive, il va nous parler on va lui demander pourquoi suivre le sujet du travail hybride grâce au feedback des collaborateurs. Oui, bonjour, merci pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Alors, peut-être avant de présenter ce qu'on est en mesure de proposer, un retour en arrière peut-être sur le contexte dans lequel on se situe aujourd'hui, qui est d'ailleurs largement présenté dans le cadre du livre blanc. Enfin, ce que l'on peut peut-être schématiser quand on parle de travail hybride aujourd'hui, c'est d'où on vient. On vient d'une période qui finalement était l'avant-confinement, qui était un sujet, un contexte dans lequel le présentiel était pour la plupart des entreprises, la plupart des métiers de modèle dominant, dans lequel le télétravail existait certes, mais était un sujet un peu marginal, en tout cas qui s'inscrivait dans ce modèle dominant. On a eu cette période que je n'appellerai pas télétravail parce que c'est source de confusion, qui était une forme de travail à distance chez soi contraint, qui effectivement a permis aux entreprises d'expérimenter et d'apprendre comment travailler, comment continuer de travailler dans un contexte totalement confiné. Et on vit maintenant cette troisième phase qui est extrêmement particulière, qu'on qualifie d'hybridité, puisqu'on va dans les entreprises et évidemment pour les postes qui le permettent, qui va combiner de façon assez équilibrée finalement
le travail sur site, le travail au bureau, disons, et puis le travail à distance. Et donc ça c'est quelque chose de nouveau. Alors, ça fait l'objet d'accords télétravail. Tout le travail a été fait, en tout cas en amont, pour le permettre. Mais on se rend compte que finalement, cette transition qu'on vit aujourd'hui et qui est appelée, comme l'a dit tout à l'heure Mélanie, qui est appelée à être un modèle qui va s'ancrer dans les entreprises, il est là pour rester, c'est pas du temporaire. Eh bien, aujourd'hui, on se rend compte que les entreprises vivent cette transition sans avoir forcément bien mesuré ou bien anticipé tout ce que ça voulait dire, puisque il suffit pas de créer un accord, de signer un accord de télétravail pour que les choses fonctionnent dans leurs dimensions extrêmement diverses, et précisément dans les dimensions qui ont été mentionnées par Jérôme, qui sont les dimensions d'ordre émotionnel, d'ordre relationnel, d'ordre fonctionnel. Que toutes ces dimensions-là, effectivement, apparaissent, être bouleversées aujourd'hui par ce nouveau saut dans l'inconnu pour certaines entreprises. Alors, qu'est-ce que font les entreprises pour pouvoir s'adapter à ce contexte, à cette nouvelle, finalement, cette nouvelle culture qui se crée, qui se construit dans les entreprises, et qui, du coup, parce que c'est de la culture, n'est pas facile, évidemment, ni à décréter, ni à piloter. Les entreprises mettent en place des dispositifs au sens très large du terme, en faisant de la formation, de l'accompagnement des communautés de métiers, de managers, de la communication, etc. Et effectivement, beaucoup de choses sont faites. Ils adoptent des solutions diverses, comme par exemple celles qui ont été proposées par Todd ou Commit et autres. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on propose là-dedans? On propose notre métier, c'est de mettre à disposition d'abord des entreprises, des directions d'entreprise, des DRH, des managers, des solutions qui permettent de mesurer et d'analyser en temps réel, de la façon la plus conviviale possible, l'expérience collaborateur. Alors, conviviale parce que ça se présente sous forme d'un chatbot, sur la base de questions que l'on va soit proposer aux entreprises, soit co-créer avec elles sur des thématiques diverses, que ce soit l'engagement en général ou des thématiques particulières. Dans le cas de cette période de passage au travail hybride, parce que je vois ça comme un passage finalement, une grande transition, donc un grand projet dont on ne connaît pas forcément d'ailleurs la fin, que ce soit en termes de timing, que ce soit en termes de résultats. Il y a un côté adaptatif extrêmement important là-dedans. Et bien, l'expérience collaborateur, on la mesure. On la mesure dans différentes dimensions. On va s'adresser soit à l'intégralité des collaborateurs, soit aux managers, aux collaborateurs. Il y a différentes segmentations qu'on va définir avec nos clients. Concrètement, cette prise de température sera faite à une périodicité qu'on va définir avec nos interlocuteurs. Et surtout, on va tout mettre en œuvre pour créer avec eux les conditions d'un passage à l'action, c'est-à-dire de ne pas simplement se contenter de prendre le pouls, ça c'est un préalable important, mais surtout d'en faire quelque chose, c'est-à-dire de s'inscrire dans une logique d'amélioration continue et d'adaptation particulièrement pertinente et nécessaire dans des phases de transition. Donc voilà, et si je dois conclure simplement sur cette intervention, c'est de dire que l'outil en lui-même, je ne dirais pas le contraire, est absolument nécessaire dans sa mise en œuvre, dans son implantation dans l'entreprise, mais encore faut-il en faire quelque chose. Il faut aussi créer derrière ça le dispositif pour mobiliser les équipes et donc créer cette culture de l'apprentissage, de la prise de connaissance de ces résultats et de cette mise en mouvement de l'organisation vers l'amélioration continue. Donc voilà ce qu'on peut proposer de manière générale, mais dans ce cadre extrêmement particulier, l'hybridité, qui est vraiment un phénomène qui s'impose aujourd'hui à toutes les organisations. Merci beaucoup Yves Grandmontagne pour Blooming. Nous retenons donc que l'expérience collaborateur, c'est un fait, c'est quelque chose, mais il faut le mesurer et il faut l'analyser parce que cette expérience collaborateur en entreprise, elle est primordiale, mais elle demande une grande adaptation
de part et d'autre, hein, côté employeur, côté collaborateur. Elle demande adaptation, action et donc derrière, bien évidemment, feedback. Merci beaucoup Yves Grandmontagne. N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions dans le chat ou alors dans l'onglet questions. Nous les poserons à nos intervenants. Nous passons maintenant à François Jaouen. Bonjour François. Bonjour à tous. Un format un petit peu différent des 3 premiers intervenants parce que là, nous sommes sur un témoignage de managers de terrain parce que ça nous paraissait important aussi de donner la parole à ceux qui sont sur le terrain et vivent cette dimension de l'expérience collaborateur au quotidien. Nous allons parler middle management avec François Jaouen, qui est responsable projet marketing France chez FI Group. François, on parle beaucoup de management bienveillant. On mesure l'importance du middle management et donc du coup, petite question, comment doit se comporter le nouveau manager ? Merci Jérôme. Effectivement, il y a plein de sujets qui se posent sur un point de vue opérationnel dans le contexte actuel, qui est déjà perturbé par la pandémie et le télétravail généralisé, qui est rechamboulé par un retour progressif total, prévu, non prévu, au bureau. Donc beaucoup de choses. On a parlé sur les 3 interventions précédentes d'alignement. Effectivement, de communication top-down, de remontée et de feedback. Et on parle en ce moment aussi beaucoup de management bienveillant. C'est un truc qui est très à la mode, un peu comme le greenwashing en ce moment. Moi, j'aime bien le management bienveillant, mais il faut pas confondre et mélanger un petit peu les concepts. Le management bienveillant, c'est pas l'absence de contraintes, c'est pas l'absence de direction, c'est pas un manager ami. Le management bienveillant, il y a 2 mots, il y a le management, donc ça contient des directives, de l'encadrement, des objectifs, de l'évaluation, des récompenses et éventuellement des sanctions quand c'est nécessaire, mais de la bienveillance également, et la bienveillance c'est de l'écoute, de la tolérance, de la considération, de la reconnaissance, de la compréhension. Donc, je considère que le rôle du manager, c'est véritablement de créer les bonnes conditions de travail pour permettre l'atteinte des objectifs. On parlait tout à l'heure de notions de fonctionnel, d'émotionnel, et c'est vraiment allier les deux aujourd'hui. Le middle management, le manager de terrain, il est confronté à l'évolution des attentes de ses collaborateurs dans un contexte qui a une exigence de performance de la société. Donc, il faut qu'il y ait un alignement entre le sens de la marge de l'entreprise, la communication ascendante, descendante et les attentes des collaborateurs. Je crois que c'est vraiment le point clé. Donc, il doit prendre en compte la dimension émotionnelle. Et à ça, il faut bien prendre en compte également que chaque personne est un individu et un individu spécifique. Donc, peut nécessiter à des attentes spécifiques différentes. On peut parler des tests de personnalité et de la solution Todd qui vient parler de la bonne personne à la bonne fonction. Mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'un manager ne peut pas attendre systématiquement de ses équipes exactement la même chose que lui attend ou que lui a besoin. Donc, il faut prendre en considération la variabilité des équipes et leur proposer une attitude et un accompagnement, une sorte de coaching, si on peut l'appeler ainsi, personnalisé. Dans un contexte de télétravail ou de travail hybride, on verra aussi des implications concrètes. Un pilotage, comme je l'ai appelé un peu à l'ancienne, à la présence, à la vérification sur la forme, c'est plus possible. Pourquoi ? Parce que simplement, on n'a pas les équipes sous les yeux. Le travail hybride provoque une distance parce que le retour au bureau se fait sur certains jours, pas forcément simultané sur toute l'équipe, et donc il faut changer les manières de faire. Donc c'est une perte de repères qui est générale en fait, qui n'est pas simplement que pour les équipes, mais qui est également pour le manager. Donc le manager doit se remettre en question et proposer des évolutions. Et il faut l'accompagner dans cette évolution. La première chose, c'est que quand on parle de management, il faut placer un cadre confortable et appréhendable aux équipes. Donc, il faut poser des objectifs, proposer les bonnes métriques qui soient comprises et qui soient pertinentes. On parle beaucoup d'objectifs SMART, c'est très à la mode, les spécifiques, mesurables, atteignables, relevantes en anglais, qui s'appelle pertinent en français et temporel, pour pouvoir créer quelque chose d'explicite sur les attentes et de créer des objectifs qui soient vraiment très concrets, compris, partagés et appréhendables par les équipes.
Mais à partir d'un pilotage dit de moyen, où on va vérifier que les gens sont là à l'heure, un petit peu un pilotage à l'ancienne, on va passer à un pilotage au résultat, c'est-à-dire mesurer l'atteinte des objectifs et fournir les moyens aux équipes de pouvoir les atteindre. C'est ce qui va générer un confort dans la réalisation des activités et des tâches qui sont confiées aux équipes. Il y a un autre point qui est fondamental de prendre en compte sur la dimension émotionnelle, dans un cadre de travail à distance total ou partiel, c'est l'exacerbation des émotions. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Aristote qui dit l'homme est un animal social et en tant que tel, l'homme va se nourrir des interactions. Et en supprimant la proximité physique, en fait, on coupe une partie du message qu'on porte quand on échange. Ça crée un phénomène neurologique qui est assez complexe, mais le cerveau va compenser cette absence de stimulus et va l'auto-créer, en fait. Et selon l'humeur dans laquelle on est, selon l'état d'esprit dans lequel on est, le cerveau va avoir à compenser positivement, va avoir tendance à compenser positivement ou négativement. Par exemple, là, je vois que je suis face à un parterre de 60 personnes dont je ne vois absolument aucune réaction. Je n'ai pas les retours caméra. Donc, je ne sais pas si ce que je raconte vous passionne ou vous désintéresse. Moi, je vois qu'on est passé à 61, donc ça me met plutôt dans une bonne condition. Mais je n'ai aucun retour. Donc, par défaut, je vais avoir tendance à, si je suis très confiant sur la nature de mon discours, je vais me dire, voilà, mon parterre, il est scotché devant mon discours et il est, on est redescendu à 59, donc ça agit un petit peu. Mais voilà, mon parterre est scotché par ce que je raconte et il est conquis. Ou alors, si j'ai pas confiance en moi, je vais avoir tendance à me dire, en fait, ils sont tous partis et ils ont coupé leur caméra et ils n'écoutent absolument pas ce que je dis parce que je suis inintéressant. Et en fait, cette dimension-là, elle n'est pas transmise dans les paroles, dans les mots que je donne. C'est vraiment le cerveau qui va capter tout un tas de langages non verbaux. Et donc, cette absence de proximité exacerbe les émotions. Et donc, il est important de pouvoir répondre à cette absence de stimulation. On parlait tout à l'heure d'apérozoom, un des intervenants, et en fait, on a vu effectivement énormément au début du confinement d'apérozoom se mettre en place, et puis au fur et à mesure, dans la durée, on a vu que c'était compliqué de garder ce rituel qui était artificiel et qui supprimait un petit peu la spontanéité. Et on voit qu'en fait, il manquait pas mal de niveaux d'échange dans ces réunions digitales, et en fait, il manque tout simplement la proximité physique et la perception d'échanges qui sont non verbaux, qui manquent en fait quand on est en distanciel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte, le manque émotionnel qu'on a quand on est en distance. Également, ce qu'on va pouvoir montrer, c'est que la cohésion de groupe est complexifiée quand on est à distance, parce qu'on n'a plus la spontanéité, comme je venais de le dire, la spontanéité de la rencontre impromptue au détour d'un couloir, d'échanger des choses informelles. Les échanges sont toujours formels et provoqués. On a également des rythmes qui évoluent, c'est-à-dire que chez nous, on a un rythme qui nous est propre. On n'est plus soumis à des conventions sociales de repas à 12h30, de pause café à 4h30. On fait un petit peu comme on veut. Et donc, chacun aura son rythme. Et donc, réengager quand on revient au bureau, c'est reposer un petit peu des contraintes. Et cette thématique-là, elle est centrale. Le lien social est important, mais il faut leur redonner envie de venir et supprimer un petit peu les contraintes qui peuvent être vécues comme des contraintes lors du retour au bureau. Si je peux parler un petit peu de l'expérience chez EFI Group sur la gestion du distanciel, du télétravail, du reboarding, on avait déjà depuis 2018 une charte de télétravail qui cadrait un petit peu les règles à tenir de disponibilité, de déconnexion, de moyens à avoir et de confort qu'il doit y avoir à la maison. Elle a été renforcée en 2021, donc on est passé à 2 jours de télétravail encadré. Ça participe aussi à cadrer un petit peu les troubles musculo-squelettiques, comme on en parlait au début. On sait très bien que dans les grandes villes, le mètre carré est très cher, et dans les appartements, dans les logements des collaborateurs, il n'y a pas forcément une pièce dédiée au travail avec le confort comme on peut avoir au bureau, une chaise de bureau, des écrans, un bureau. Donc ça peut être des installations qui sont un petit peu compliquées, et ça, il faut l'avoir également en tête pour pouvoir prévenir les troubles musculo-squelettiques et les risques psychosociaux liés à l'isolement et au coupage de communication. Donc réembarquer, comme on le disait tout à l'heure, effectivement, ça vient en donnant du sens et donner un projet commun dans lequel les collaborateurs peuvent se projeter. Ça va être également matériellement créer un cadre physiquement agréable pour jouer sur la santé physique et la santé morale des collaborateurs. Donc,
pour moi, c'est vraiment ça. Le middle management est placé au carrefour en fait du top management qui va avoir une directive stratégique et une communication descendante, et les collaborateurs qui vont avoir des attentes qui vont remonter. Et donc, c'est intéressant d'avoir les deux et de gérer l'alignement. C'est prendre en compte les aspects fonctionnels, les aspects émotionnels de plus en plus, sans basculer dans un monde où il n'y a plus de contraintes. Mais on boucle comme ça avec le concept Quest qui est intéressant, donc la qualité d'expérience et santé au travail. On englobe évidemment les aspects fonctionnels parce qu'on est dans l'entreprise, donc on a des objectifs de performance et il faut que ça marche, mais aussi de santé, de confort et de qualité de vie au travail qui vont mêler l'émotion, la santé physique et la santé mentale et morale. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, François, pour ce retour d'expérience passionnant et vraiment avec. Vous avez abordé tous les sujets qui nous sont vraiment chers, autant à la Happy Tech que dans toutes nos activités diverses, qui vraiment on voit l'importance en effet de l'équilibre, de la complémentarité entre les différentes approches, et puis toujours l'humain et les outils en cohabitation pour avancer le plus sereinement possible. Merci beaucoup, François. On va enchaîner avec Cindy qui va nous parler de santé physique. Vous en parliez également. Donc ça fait partie des choses importantes dans l'expérience collaborateur. Donc, Cindy, je te laisse la parole pour nous parler d'Eveya. Merci, Valentine. Donc, en effet, Eveya fait rappel à la santé physique au travers de sa solution, mais nous apportons une réponse plus large puisque santé physique et santé mentale sont liées. Nous le savons, les TMS, les troubles musculo-squelettiques, on en a parlé juste avant, sont à l'origine des maladies professionnelles les plus déclarées en France et en Europe. Elles touchent des millions de salariés et sont responsables de plus de 10 millions de journées de travail perdues. Tandis que les RPS, les risques psychosociaux, en grande partie dus au stress, sont de leur côté en perpétuelle augmentation. D'ailleurs, le taux de burn-out a doublé en un an. Donc, les bienfaits du travail hybride ne sont plus tellement à démontrer, mais ils n'altèrent pas les dangers qui y sont liés. Du coup, malgré le maintien de la présence des salariés pendant la moitié du temps, les risques de perte de liens sociaux et de la culture d'entreprise sont toujours présents. Les liens de causalité entre TMS et RPS ne sont plus à démontrer et ne sont plus à prouver aujourd'hui. Il faut donc aborder des démarches avec une réponse globale dans des espaces, lieux et temps partagés, avec la mise en place d'outils adaptés, instituant au passage l'engagement et le réengagement des collaborateurs. Donc, ces risques santé ont été considérés dans la recherche et le développement de notre solution Eveya Premier. La sédentarité représente en France en moyenne 64% de notre temps total journalier. J'invite chacun d'entre nous d'ailleurs à faire le calcul de son temps passé assis pour le travail, d'y ajouter le transport, les temps de repas, les moments de détente. Eh bien, ce sont ces heures-là où nous sommes en éveil sans dépense énergétique. C'est bien là ce qu'on appelle un comportement sédentaire. Donc, chez Eveya, nous avons donc voulu introniser un usage bénéfique pour la santé physique et mentale dans le quotidien de l'entreprise. C'est un dispositif qui peut être introduit ou intégré plutôt dans n'importe quel espace de bureau qui permet de réaliser une activité physique sans contrainte. Pour faire simple, c'est un pédalier de bureau connecté. Une fois placé sous votre bureau, il suffit de lancer l'application et de pédaler tout en continuant vos tâches liées à votre poste de bureau. Vous pratiquerez donc une activité physique douce que vous pouvez intensifier, suivre et partager depuis votre smartphone. Pour une utilisation accessible à tous, Eveya a pris en compte les retours d'un panel de testeurs en entreprise, s'est fait accompagner également par des ergonomes et a effectué une étude physiologique au STAPS d'Orléans qui a permis de déterminer la dépense énergétique, d'évaluer l'intensité de l'effort à partir de la fréquence cardiaque et le niveau d'oxygénation cérébrale et musculaire. Plus globalement, ça nous a permis de démontrer que les bénéfices sur l'utilisateur sont les mêmes que de la marche à pied, voire de la marche rapide selon l'intensité. Je reviens un petit peu sur les RPS, car ce sont les éléments qui portent atteinte à l'intégrité physique et à la santé mentale des salariés au sein de l'environnement professionnel.
La qualité des relations et le conflit de valeurs sont identifiés clairement parmi les facteurs de risque. Et dans un mode hybride, les relations humaines sont essentielles à notre santé mentale, à notre sentiment d'inclusion et à la capacité de l'entreprise de préserver sa culture. Donc, depuis quelques mois, on a pu remarquer lors de nos échanges avec des équipes managériales la difficulté dans l'attractivité du retour au bureau de leurs collaborateurs. Et pour les accompagner, nous avons une plateforme entreprise qui est mise à leur disposition, qui est en lien avec la solution Eveya, avec un accès spécifiquement dédié qui permet la gestion de flotte des équipements Eveya comme la gestion de flotte de véhicules finalement, intra et extramuros, puisqu'on peut effectivement emmener Eveya directement chez soi pour les télétravailleurs, mais surtout de définir des activités, de créer des défis entreprises, des randonnées partagées dans des environnements 3D ou même des challenges solidaires à l'image de la société. Finalement, l'objectif d'Eveya, c'est d'apporter du bien-être par la cohésion d'un groupe, quel que soit l'endroit. Merci beaucoup, Cindy. Eveya, solution testée et approuvée par mes soins. Et d'ailleurs, oui, d'ailleurs, vous êtes en train de pédaler sous le bureau, Cindy. Moi, à titre personnel, j'attends toujours mon pédalier Eveya avec impatience. Je sais que ça ne va pas tarder parce que figurez-vous, à titre d'exemple, que Jérôme Bonnet, au travail sur site, c'est 4000 pas par jour. Alors, c'est pas terrible, mais honorable. Mais Jérôme Bonnet, à la maison, en télétravail, c'est moins de 400 pas. Voilà, donc ça se ressent sur le dos, sur la sangle abdominale, sur les performances cognitives, et donc une chouette solution pour combattre tout ça. Merci beaucoup, Cindy. N'hésitez pas, encore une fois, à poser vos questions dans le chat. Si vous en avez, on les posera à la fin de la séance aux différents intervenants. Et enfin, il y a une autre solution que j'ai personnellement testée et approuvée, c'est celle de Serenity. Bonjour Elodie. Et après la santé physique, nous allons faire un focus avec nos experts chez Serenity de la santé mentale. Vous allez nous en dire un petit peu plus, Elodie, sur le duo santé-performance, dans la continuité de ce que vient de nous dire Cindy, et la réponse que vous y apportez chez Serenity. Complètement, merci Jérôme. J'espère qu'il y a encore un petit peu de temps, de cerveau disponible pour nos participants. Oui, je vais essayer de vous emmener jusqu'au bout avant que tout le monde puisse aller déjeuner. Donc justement, comme Jérôme le disait en introduction, les salariés aujourd'hui savent mieux ce qu'ils attendent. Le chiffre qui ressort et que j'aime beaucoup en ce moment, c'est qu'ils sont 86% à attendre de leur entreprise d'intégrer durablement la prévention et la santé dans sa stratégie. Donc très clairement, les structures qui aujourd'hui vont hésiter à investir en santé psychologique notamment, vont en payer le prix avec un désengagement progressif de leurs salariés. De quoi on parle en fait exactement? On va parler de stress et donc de stress chronique. Qui dit stress chronique dit généralement mal-être. Qui dit mal-être dit conflit, désengagement, baisse de productivité, voire absence, arrêt maladie, burn-out, et bien sûr, on peut aller jusqu'au départ. Donc, on constate assez facilement que l'individu est bien sûr directement impacté du point de vue de sa santé et de sa performance, mais le collectif également. Ce sont ce qu'on va appeler des dysfonctionnements qui vont coûter très cher à l'entreprise, en temps perdu, en baisse de productivité, en indemnité et au final en turnover. C'est un sujet qui est beaucoup revenu depuis 1 an et demi. La santé mentale a été mise sur le devant de la scène malheureusement. Mais ce qu'on peut dire, je pense, c'est que les phénomènes qui sont constatés ne sont pas uniquement liés à la crise.
Donc oui, les conditions de travail, les chamboulements liés à la mise en place à marche forcée du télétravail, le contexte bien sûr instable, tout cela, ça a été bien sûr un amplificateur assez évident, mais finalement, si on prend un petit peu de recul, les enjeux du bien-être mental au travail ne sont pas nouveaux. Et surtout, je pense que le modèle hybride ne sera pas en soi une réponse suffisante. Pour illustrer un petit peu, si par exemple j'ai des difficultés à maintenir un équilibre vie pro, vie perso quand je travaille chez moi, même si je vais aller 2 jours par semaine sur site, cela ne va pas résoudre mon problème. À l'inverse, si quand je suis au bureau, je vais avoir du mal à prendre des pauses régulières, à me concentrer, je vais me retrouver peut-être un peu sous pression, ma jauge de stress ne va pas redescendre au niveau 0 lorsque, par exemple, le lendemain, je vais être en télétravail. Donc, ce qui est important de prendre en considération, c'est qu'il y a un effet d'accumulation que l'on ne doit pas négliger. Donc, ce qu'on voit finalement en ce moment, qu'est-ce que vont rechercher nos clients, quels sont les sujets qui les animent. Le premier, c'est qu'ils cherchent aujourd'hui à agir en réaction, mais aussi en prévention. C'est plutôt une bonne chose, on en parle depuis longtemps. Et ils souhaitent également agir en présentiel et à distance. On parle bien sûr là de modèles hybrides. Donc, on a un champ d'action qui est assez large. En présentiel, la problématique, ou en tout cas l'enjeu, c'est qu'ils ont envie d'accompagner les collaborateurs de manière ludique, voire innovante. Ils ont surtout envie que le bien-être soit visible, que le bien-être devienne un service et qu'il soit un levier d'attractivité, notamment par exemple en ce moment pour faciliter le reboarding comme cela a été évoqué plus tôt dans ce webinaire. À distance, il y a une autre problématique, c'est qu'ils ont besoin finalement que le collaborateur se responsabilise autour de bonnes pratiques. Et pour ça, ils vont avoir besoin de solutions qui vont pouvoir mettre en place et qui vont être accessibles partout et pour tous. Donc, c'est pas toujours évident. Donc, si on rentre un petit peu dans le côté solution, qu'est-ce qu'on peut apporter, j'ai envie de dire d'ailleurs, avec ou sans Serenity. Il y a pas mal de solutions qui existent et c'est toujours tant mieux. Le premier point, c'est qu'il faut trouver des moyens d'encourager des pauses régulières et des pauses positives. Donc, nous, on le fait avec Serenity, soit avec notre solution en réalité virtuelle, soit avec notre portail à distance. L'idée, c'est de venir casser la spirale du stress le plus tôt possible. Et ce, au travers, si possible, de pauses courtes, ludiques, efficaces, pour avoir un effet et des bienfaits immédiats, mais que ça devienne aussi durable et que ça agisse positivement sur l'individu, mais que lui-même soit un vecteur de bien-être pour les autres. Concrètement, si je me sens mieux, si je me sens moins stressée, je vais rayonner positivement. À l'inverse, si je me sens mal, je vais communiquer ma colère, ma frustration, etc. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, il est dans la formation et dans l'information. François le soulignait un petit peu plus tôt, c'est difficile aujourd'hui pour les managers comme pour l'entreprise d'être derrière chaque collaborateur, de prendre en compte toutes les individualités. Les managers ne peuvent pas le faire, les services de santé, de prévention non plus, ça reste très compliqué. Donc finalement, le meilleur relais, le meilleur atout que l'on va avoir du point de vue collectif, c'est le collaborateur lui-même. Donc en lui proposant par exemple des contenus pédagogiques, nous on a des séances avec des thématiques ciblées, on va proposer au collaborateur d'être lui-même acteur de son mieux-être. Il va par exemple s'informer sur ses droits, par exemple le droit à la déconnexion, sur ces mécanismes psychologiques qui peuvent être par exemple comment fonctionnent les amplificateurs de stress. Il va pouvoir aussi développer ses soft skills pour être plus agile, pour mieux manager. Donc finalement, on va donner les clés aux collaborateurs pour que de lui-même, il prenne des bonnes habitudes et qu'il fasse attention à sa santé mentale et pourquoi pas aussi à celle de ses collègues. Et puis pour finir, il y a un dernier volet qui a aussi été un petit peu abordé en introduction, c'est la question de la communication.
Je pense que quelles que soient là ou les solutions que vous allez mettre en place ou que vous allez intégrer, il est capital que l'entreprise impulse et encourage pour donner finalement cette légitimité aux salariés d'adopter un rythme sain et des bonnes pratiques positives. Donc là, la notion que je vois derrière ça, c'est vraiment cette notion d'exemplarité. Il ne faut pas attendre des collaborateurs qu'ils fassent différemment de vous, quelle que soit votre fonction. Et donc, par exemple, on peut former des ambassadeurs du bien-être dans l'entreprise qui vont encourager les bonnes pratiques. On peut aussi proposer tout simplement des supports de communication dédiés qui vont permettre de relayer, de dynamiser un service ou une manière de fonctionner. Et puis le tout, je pense, si possible, en gardant des formats ludiques. Ce n'est pas parce qu'on aborde des sujets sérieux que pour autant, il faut le faire de manière austère. Donc, si je récapitule, en matière de stress et de santé psychique, parce que c'est notre cœur de sujet chez Serenity, les questions que je me pose, c'est j'accompagne mon collaborateur, où qu'il soit, je ne l'abandonne pas quand il est en distanciel, mais je ne compte pas non plus finalement sur le mode de fonctionnement d'avant-crise en présentiel pour être, on va dire, sans reproche. Du coup, je ne mise pas sur l'hybride seul en tant qu'organisation pour résoudre les dysfonctionnements. Il faut vraiment que pour chaque mode de travail, j'identifie quels sont les problèmes et quelles sont les solutions que je peux mettre en œuvre. Et puis, je donne les clés du changement et je responsabilise. Ça, c'est vraiment important. Chaque individu va être son meilleur allié, son meilleur garant en matière de santé mentale, pour peu que je lui donne les bons outils et la connaissance. Voilà. Et donc, je vous invite bien sûr à explorer le champ des possibles en matière de solutions et surtout à bien penser à communiquer, à encourager à l'utilisation et à donner l'exemple. C'est toujours important. Merci beaucoup, Élodie, pour cette approche. On est en train de réinviter tous nos intervenants à revenir sur scène avec nous pour conclure. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à nous les poser. On sera ravis d'y répondre. On espère avec toutes ces interventions, avec tous ces partages de solutions, d'approches, de vous avoir démontré toutes les différentes facettes de l'expérience collaborateur, la façon dont elles peuvent être abordées avec une approche vraiment globale des enjeux, comme on l'a vu à travers les différents témoignages et les outils qu'on vous propose. Ce qui est bien dans la Happy Tech, c'est que la diversité de nos membres permet d'aborder tous ces sujets, de les adresser et de vraiment réfléchir aux différentes composantes des transformations du travail et tout ce qui est indispensable aujourd'hui pour avancer. Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions pour le moment. Peut-être, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Jérôme, souhaites-tu ajouter un mot? Moi, je voulais remercier tous les intervenants pour leurs solutions très concrètes, en fait, parce que c'est vrai que ce sont des sujets, des thèmes sur lesquels on peut théoriser très longtemps. Et donc là, vous avez des intervenants face à vous qui peuvent vous apporter des solutions sur ces dimensions relationnelles et émotionnelles qui sont pas évidentes à traiter en interne de l'organisation et de l'entreprise. Elles sont complexes, elles sont aussi assez nouvelles. Donc, de temps en temps, c'est bien aussi de savoir concrètement ce qui se passe et comment vous pouvez être aidé dans votre quotidien. Et nos intervenants l'ont très bien amené, je dirais. Et je salue aussi la complémentarité, en fait, comme vous le disiez, Valentine, à la Happy Tech. Vous avez un florilège de membres qui adressent en fait ces thématiques, notamment de l'expérience collaborateur, sous tous les angles.
et ça rend du coup l'aventure encore plus intéressante et pertinente. Super. Eh bien, merci à tous. On vous enverra évidemment le replay, le lien vers le livre blanc et on est bien sûr disponible si vous avez des questions qui vous viennent par la suite. Merci beaucoup d'avoir passé cette heure avec nous. Encore merci à tous nos intervenants et à Jérôme. Et on vous dit à bientôt pour continuer à réfléchir aux transformations du travail et de l'expérience collaborateur. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.